Alors bonsoir, on est sur une gangue là que j'ai en stock depuis des années, qui provient de la Somme, d'un gisement de la Somme, du côté d'Amiens, qui est daté du Campanien, où la partie inférieure de ce gisement-là est très indurée, enfin est relativement indurée, mais contient un ensemble de dents de requin assez considérable. Alors j'avais prélevé des blocs, sachant que j'ai encore beaucoup de sédiments préparés à trier. Qui est préparé, ça se tamise relativement bien, ça se prépare relativement bien. Par contre, c'est très long à trier à la binoculaire parce qu'il y a énormément d'espèces. C'est énormément d'espèces et énormément de dents, hein. Littéralement, on met les mains sur des milliers de dents de requin. Bon, là, ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allé parce que, comme beaucoup d'anciennes phosphatières locales, ça a été reconverti en d'autres activités. Là, c'est un stand de tir, donc maintenant, c'est plus question d'y aller apparemment. Pendant plusieurs années, on y allait sans problème, c'était complètement en friche et à l'abandon. Au-dessus de la couche indurée, on avait une couche beaucoup plus sableuse qui contenait exclusivement, ou presque exclusivement, des squalicorax. On l'appelait la couche à corax, tellement il y en avait. C'était jusqu'à 20 ou 30 squalicorax par tamis. Alors c'est énorme, c'est proprement énorme. Tout, malheureusement, n'était pas bien préservé. Bien au contraire, on va dire qu'il y avait une très petite minorité de complètes. Ceci dit, ça montrait l'extraordinaire richesse de sédiments très très fins qui étaient constitués d'un sable plutôt jaunâtre, constitué de pellets. Ce sont souvent considérés comme des déjections de poissons osseux, de petits poissons osseux, et qui sont des phosphates utilisés localement pour l'amendement des champs avant la découverte des phosphates liés au guano, par exemple, en Amérique du Sud, ou bien les phosphates plus connus nord-africains, comme au Maroc et en Tunisie. Ceci dit, ces phosphates locaux, là, dans la Somme, contiennent une très belle faune de requins qui a été en partie redécrite en 2013 par un ensemble de scientifiques essentiellement anglo-français, belges et allemands. Et là, j'ai une dent qui est encore sur gang. Je vais essayer de vous la montrer, la dégager au fur et à mesure, sachant qu'elles sont très fragiles et que je ne suis pas un grand spécialiste du dégagement. Il est probable que ça casse, mais au moins j'aurai une petite trace de ça, sachant que j'ai une palette représentative de la majorité des espèces de ce gisement-là. Essentiellement des requins, quelques poissons osseux. Il y a aussi des divers invertébrés, comme des échinodermes, beaucoup d'échinodermes irréguliers comme les échinocoris, mais également des moules internes de gastéropodes, de bivalves, de brachiopodes, des serpulidés et quelques très rares coraux. Voilà. C'est daté donc du Campanien, je vous mettrai la référence exacte. Sur le volume total tamisé, en dents moyennes, observables comme celle-ci, sans binoculaire, j'en suis à quelques centaines de spécimens. Par contre, dans le petit, j'en suis à plusieurs milliers. Comme d'habitude, dans la plupart des gisements, tout ce qui est gros a tendance à casser ou à être moins bien préservé. C'est une tendance générale, même si tout le monde se focalise sur les grosses pièces, qui est, à mon sens, une grave erreur. Dans la microfaune, on a énormément de diversité et surtout une qualité de préservation qui est bien supérieure aux gros éléments. Bon, ça c'est l'effet classique, on ne peut pas échanger grand chose. Alors je sais pas là si j'ai un corail ici, voilà un corail typique de ce niveau là. Il faudra que je le nettoie parce que on le voit peut-être pas très bien, mais bon voilà, s'il y a quand même des traces, des septa, c'est quand même assez joli. Et moi je ne l'ai pas vu ailleurs dans d'autres niveaux. Bon, ceci dit, je suis pas un grand spécialiste du Crétacé, donc j'ai pas fouillé beaucoup de gisements à part cela. Il y a, ah oui, beaucoup de belemnites aussi, des mucronata apparemment. Belemnitella mucronata. Alors, il y en a des plus ou moins bien préservés. Celle-là est encroûtée, celle-là est moins encroûtée, mais moins grande.
Mais ceci dit, il y a quand même des encroûtements. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, encore un corail, là, encore un bout de corail qui est assez propre. Il existe parfois des grands. Bah là, voilà, encore un bout de corail beaucoup plus grand, partiellement croûté d'huîtres. Ça, c'est un phénomène classique une fois que des fossiles sont déjà déposés. Il y a tout un tas d'organismes qui viennent coloniser les restes fossiles, hein. Donc ça peut arriver même sur des dents de requin, même fréquemment sur des dents de requin. On a énormément aussi d'éléments bizarroïdes que je vous montrerai, qui m'ont longtemps interrogé, mais qui en fin de compte sont des éléments d'holothurie, hein, c'est-à-dire des parties ossifiées d'holothurie qui sont du groupe des échinodermes et qui sont assez fréquents là-bas. Plus il y a encore des petites diversités, des choses bizarres. Enfin bon, comme d'habitude dans la plupart de ces gisements-là, il y a toujours des petites surprises. Donc il peut même y avoir potentiellement, je dirais, du reptile marin. Ça, j'en ai déjà vu des dents, mais qui n'ont pas été trouvées par mes soins. Mais pourquoi pas même du dinosaure. Alors, ça devrait être nettement plus rare, parce qu'on est sur un milieu franchement marin, là. On n'est même pas sur un niveau côtier, là, on est vraiment sur du marin pur. Mais bon, quelque part, les restes des cadavres flottés, ça arrive un peu partout, et les dinosaures en font partie. Bon, je vais mettre en pause, et puis je reviens après, dès que j'ai commencé à dégager. Voilà, je reprends. Donc là, j'ai commencé à dégager autour de la dent. Pour l'instant, c'est pas suffisant pour voir ce que c'est exactement comme type de requin. Bon, c'est un lamniforme de grande taille pour ces niveaux-là, bien sûr, mais est-ce que c'est un homotodon ou autre chose? Je ne sais pas. Je vais voir un peu plus. Je mets... Bon, le dégagement avance un peu. Là, maintenant, on commence à voir des stries sur la face interne de la dent, des striations. Donc, ce qui exclut un homotodon et ce qui me dirige vers probablement un Scapanorhynchus, hein, ou un niveau, une bestiole de cet ordre-là. Il faut que je regarde, j'ai plus en mémoire ce qu'il y a, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé. Voilà, c'était surtout histoire de montrer comment on pouvait éventuellement dégager des dents. Alors, j'avais demandé à mon dentiste au culot, hein, il faut dire que j'y allais fréquemment, s'il n'avait pas des vieux outils de dentisterie dont il ne se servait plus, un petit peu délabrés pour eux. Donc il me les a gentiment donnés après les avoir stérilisés, parce que quand on récupère du matériel comme ça, il faut toujours faire gaffe aux germes qui pourraient transporter. J'en ai quelques-uns, j'en ai filé un ou deux à un ami. C'est assez... Alors, quel est l'intérêt par rapport à d'autres outils? Déjà, c'est monobloc, donc ça a moins de risque de casser. Et surtout, le métal est quand même très résistant, hein. Je ne sais pas si c'est du titane ou pas. Mais en tout cas, on peut facilement l'utiliser sans risque de le péter. Et puis, il est déjà emmanché, donc ça, c'est quand même le gros avantage. Bon, sinon, ça doit s'acheter sur Internet, hein, mais bon. Là, c'était de la récupération pure et simple. Je le mets en pause. Bon, alors la dent est sortie, malheureusement, comme souvent dans ce niveau très induré, enfin plus induré, c'est que les racines sont très fragiles, et là, malgré le fait que j'ai quand même fait assez attention, on voit qu'il y a une partie de la racine inférieure là qui est cassée. Bon, c'est les aléas, mais c'est assez variable. C'est assez constant dans la plupart des gisements, hein. Est-ce que c'est une cassure fraîche ou pas? Ah oui, c'est une cassure fraîche, donc c'est moi qui viens de la péter. Donc là, l'autre morceau est dans la gangue. Bon, j'ai pas bien travaillé. Ça arrive. Mais, quoi qu'il en soit, bon, y a des dents comme ça, il y en a pas mal. Pas mal, et peu entières. On va dire sur les milliers de dents qu'on peut trouver, que ce soit dans le campanien ou dans l'hyprésien du Vexin, on a souvent affaire à ça, c'est la casse de la racine. C'est la partie la plus fragile,
très vascularisé, qui est souvent qui n'est pas constitué comme les autres d'une dentine, et donc qui se préserve beaucoup moins bien. Donc ne reste souvent que la cuspide principale et parfois des petites cuspides latérales qui sont flanquées suivant les espèces sur le manchon racinaire. Mais bon, là on aborde une autre question. Ceci dit, bon voilà, là c'était pour vous montrer comment je travaillais, mais c'est pas une belle démonstration, on va dire, c'est un peu foiré. Voilà, bon, bah, au moins on a essayé, hein, c'est comme ça. Allez, à bientôt, peut-être pour une autre vidéo. Alors toujours là sur le Campanien de la Somme, je vous ai montré tout à l'heure les fractions inférieures, et surtout la couche inférieure qui contenait essentiellement des dents de requin de type lamniforme, avec quelques dents de requin de type Squalicorax. Là je vous montre la fameuse couche supérieure qui est essentiellement constituée par des dents de type Squalicorax. Bon, vous voyez bien, ce sont des Squalicorax, mais qui ne sont pas de la taille des Squalicorax du Maroc. C'est normal, on n'est pas sur les mêmes espèces. Là, on a un Squalicorax du Campanien, donc qui est plutôt, on va dire, inférieur au Maastrichtien, donc une espèce un petit peu qui n'a pas eu le temps encore d'évoluer, puis bon, qui est réduite au milieu. On a une dizaine de dents là, à vue d'œil. On peut facilement voir que la plupart ont leurs racines à peu près complètes. Cependant, il y a quelques racines comme celle-ci qui montrent déjà des signes de faiblesse. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont plus costauds, il y en a d'autres qui sont tachetés avec des micros, comment ça s'appelle, des micros éléments ferreux, voilà, mais qui sont de l'ordre de traces, hein. Et puis bon, là c'est qu'une partie. J'ai encore une autre boîte là qui est beaucoup plus remplie de dents de Squalicorax, et des boîtes comme ça j'en ai avoir 3 ou 4, vous voyez, qu'avec des dents complètes. Donc ça peut vous montrer un petit peu le volume total de tout ce qu'il y a et de leur intérêt. Pour l'instant j'ai pas fait d'études, je me suis contenté de les collecter, les nettoyer et les assembler. Je vais vous montrer d'autres formes. Alors encore d'autres Squalicorax copies là, donc du Campanien de la Somme. Bon, celles-ci sont dans une boîte à part parce qu'elles comportent des pathologies. Elles comportent des malformations des dents, hein, qui sont, je le rappelle, chez les asthmobranches et surtout chez les requins, molles lors de la formation. Et souvent, il va y avoir des aiguillons de raie ou de poissons osseux qui rentrent en contact de la mâchoire, hein, quand l'animal se nourrit. Il se peut qu'il y ait des animaux qui se protègent d'une manière ou d'une autre avec des éléments indurés et qui donnent des fois des fils dentaires complètement écrabouillés, tordus, tout ça, ce qu'on appelle des pathologiques, ou en langage plus technique tératologique. Mais ceci dit, ça reste des dents qui ont des formes anormales, donc qui sont peu fonctionnelles, voire pas du tout fonctionnelles. Mais comme chez les requins, on a un remplacement permanent des dents de requin par des fils dentaires, et bien ces dents-là tombaient même sans être vraiment utiles. De toute façon, tant que le corps étranger était présent, aucun risque que ça s'en aille. Alors après les grosses dents, on va attaquer, je vais vous montrer vite fait les dents moyennes. Et les petites dents, hein, elles sont classées dans des boîtes à part, avec des étiquettes toujours au fond de la boîte pour pas mélanger les faunes. Ça c'est hyper important. C'est pas du caprice, c'est vraiment de la réflexion à long terme. Et là on est sur un ensemble de petits éléments qu'il faut ensuite classer. Une fois triés, ils sont pas déterminés, il reste à trier, à classer. Là tout à l'heure je vous parlais des fameux éléments d'holoturie. Je sais pas si vous le verrez bien. Ce sont en gros des éléments qui, comme chez les stéléridés, c'est-à-dire les étoiles de mer, forment des ossicules qui sont présents sur l'animal, qui forment une sorte de squelette articulé. C'est absolument pas le terme, mais c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire, de ça. Alors ça, j'en ai jamais vu ailleurs. J'en ai vu que dans ce Campanien-là, j'en ai pas vu dans le Maastrichtien au Maroc, hein, pourtant j'ai trié beaucoup de sable.
J'en ai pas vu dans d'autres gisements du même niveau. Est-ce que c'était une espèce endémique? Est-ce que... Bon, ça a l'air... comme beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est pas ramassé, comme souvent, donc c'est dommage. Parce que ça, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir aussi là-dedans. Hein. Les vertébrés, d'accord, mais il y a aussi tous les invertébrés qui sont aussi intéressants. Alors, toujours sur le campagnen de la Somme. Là, j'opte pour des rangements qui sont plus appropriés en fonction de la taille des dents. Parce que je ne vais pas employer des grosses boîtes, ça sert à rien. Là, on a des dents qui sont des squatinidés, hein, qui sont plus difficiles à voir parce qu'elles sont de taille beaucoup plus modeste, hein, on va dire maximum 8 mm. Et là, c'est déjà du gros matériel. Et là, on a encore du plus petit matériel qui a trié, vous voyez, déjà trié, mais qui est à classer. Donc voilà, là, on a encore une autre dent, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis de côté, celle-là. Une dent de Squalicorax. Et puis on va tomber très vite sur des petits éléments. Alors ça, des boîtes comme ça, je vais en avoir une centaine qui sont remplies de formes différentes, qui sont déjà partiellement triées, mais qui restent encore à identifier. Alors identifier, bon, des fois elles le sont partiellement, on sait que c'est du requin ou de l'arrêt, on sait que c'est un type lamniforme, on sait que c'est ceci ou cela, mais globalement, il reste encore un travail conséquent à faire. Bon, pour l'instant, j'ai pas le projet de le mener, mais peut-être qu'un de ces jours, ça arrivera si j'ai le temps et la patience. Moi, initialement, j'avais été par curiosité là-bas, parce que c'est pas mes étages préférés, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a du potentiel et un intérêt stratigraphique et géologique très intéressant. Ben bon, voilà. Hormis ces considérations-là, moi je suis plutôt centré sur le paléogène. Donc on est un petit peu loin du paléogène et de ses niveaux. Je vais vous montrer quelques autres grosses dents. Alors, je vais mettre en pause. Alors là, on a deux autres grosses dents pour ce gisement-là. On a à gauche une crête à lamna, je vous montrerai la photo. Et à droite, une anomotodon, c'est-à-dire un requin un petit peu particulier. Voilà. Qui ont été décrits en 2013, je crois, par Guignot et AL, autres auteurs. L'intérêt de ces deux dents, c'est qu'elles soient plutôt rares. Elles sont plutôt rares parce que de cette taille-là, ça casse. Et là, j'ai eu un coup de bol, j'ai réussi à en préserver une ou deux, enfin quelques-unes. Il n'y en a pas énormément. À chaque fois, il y a beaucoup de dents cassées. Des complètes, elles sont beaucoup plus rares. Elles sont pas rares en tant que fossiles, elles sont rares en tant que spécimen complet. Voilà. Et puis après, j'ai encore plein d'autres éléments à trier, à classer. On a par exemple là des vertèbres. Alors, bon, des vertèbres toutes simples. Impossible d'en dire grand chose. Hein. Les vertèbres, les corps vertébraux isolés, c'est jamais très parlant. Mais bon, peut-être qu'un de ces jours, il y aura des gens qui seront capables d'en dire plus et peut-être d'attribuer ça à des gens ou à des groupes de familles, de poissons osseux. C'est pour ça que je les conserve. Si un de ces jours il y a quelqu'un que ça intéresse, je lui donnerai avec plaisir si c'est pour une étude. Si c'est pour mettre dans sa collection, je la garde. Voilà, voilà. Là, on a du Para-Hortacolus. Alors ça, c'est un requin, pareil, qui est pas très rare. Enfin, qui est pas hyper fréquent à la base, mais entier, c'est très rare. Parce que c'est une dent qui est très vascularisée, qui est très étendue, qui est un petit peu comme les pelvospinidés. Donc, qui sont plutôt difficiles à préserver entières. Et qui sont pas de grande taille en plus. Bon. Et ça fait partie du charme de ces espèces-là, c'est de montrer des formes différentes. Voilà, voilà, j'espère que bon, ça vous intéressera. Là, c'est qu'un très rapide tour d'horizon, parce que, encore une fois, si je devais m'attarder sur tout le truc, là, vous voyez, toute la boîte, c'est déjà du tri, c'est déjà des éléments triés à classer. Donc là, c'est pas 10 minutes ou 20 minutes de vidéo, c'est plutôt 2 heures. Et puis bon, pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Les requins crétacés, à dire c'est les grosses dents, c'est toujours les grosses dents comme pour la plupart des faunes. Tout le monde veut du gros, mais ne s'intéresse pas aux petits.
et laisse passer des faunes exceptionnelles en préservation et en intérêt. C'est bien dommage, mais ainsi l'homme est fait. Voilà, à bientôt pour d'autres, peut-être d'autres vidéos.